Bonjour François Fillon. Bonjour. C'est l'information de la nuit. Le camp de Grande-Synthe a été détruit par un incendie déclenché après, visiblement, une bataille entre Afghans et Kurdes. C'était un campement humanitaire, c'est important de le rappeler, qui illustrait la volonté d'accueil. Il était soutenu en partie par l'État après le démantèlement de Calais. Qu'est-ce que vous dites ce matin? Ça devait arriver? Ça montre que le démantèlement de Calais n'était pas suffisant, que la construction de camps n'est pas la solution, parce qu'elle amène sans cesse de nouvelles vagues de migrants, et que la seule solution, c'est le contrôle aux frontières, c'est le retour chez eux des migrants qui n'ont pas le droit au droit d'asile, et c'est l'accueil de ceux qui ont le droit à l'asile politique. Alors qu'est-ce qu'on en fait maintenant des 1500 personnes qui se retrouvent sans campement d'accueil? Est-ce qu'il faut reconstruire Grande-Synthe? Est-ce qu'il faut une structure d'accueil? D'abord, il faut les accueillir là où on peut les accueillir. Ensuite, il faut traiter leur cas, il faut le traiter vite. Ceux qui ont le droit à l'asile, ils s'établiront chez nous. Ceux qui n'ont pas le droit à l'asile, il faut les renvoyer chez eux. Est-ce que vous diriez ce matin que le démantèlement de Calais n'a rien changé? Réellement? Il y avait 10 000 personnes qui étaient à Calais. Il fallait le faire. Mais le démantèlement de Calais, sans traiter au fond le problème, c'est la certitude de voir se recréer des camps nouveaux. On en vient à votre campagne avec cette phrase absolument incroyable. Je ne vous demande pas de m'aimer. C'est ce que vous avez dit dimanche soir lors de votre meeting à Versailles. Qu'est-ce qui pourrait bien conduire les Français à élire un président qu'ils n'aiment pas? Et c'est au contraire, c'est ce que je défends depuis toujours. On n'élit pas un président pour l'aimer. On élit un président pour qu'il réponde aux problèmes qui sont les vôtres. On élit un chef d'État. On élit un chef des armées. On élit un président qui tient ses engagements. Et c'est justement parce que un certain nombre de ces présidents, et notamment celui que nous avons aujourd'hui, n'avaient comme seul objectif de se faire aimer, qu'il a échoué en totalité. On demande au président d'améliorer la vie des Français. On ne demande pas aux Français de choisir un pote. C'est pas ça le sujet. Alors depuis quand la présidentielle, c'est la rencontre entre un programme et un peuple? Mais même un homme et un peuple, ça ne veut pas dire qu'il faut l'aimer, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on doit le respecter, qu'il doit tenir ses engagements, qu'il doit être ferme, qu'il doit être capable, même quand à un moment donné l'opinion publique est contre lui, d'aller jusqu'au bout de ses engagements. Et c'est justement parce que depuis un certain nombre d'années, on n'a pas ce président-là, qu'on est dans la situation qu'on connaît, avec le chômage qui augmente, avec la pauvreté qui augmente, avec la violence qui augmente, avec l'insatisfaction des Français qui augmente. Ça veut dire que vous renoncez... qui respecte ses engagements, c'est fondamental. J'ai toujours défendu cette idée. Oui, mais ça veut dire que vous renoncez à être aimé pour ce que vous êtes par les Français. Est-ce que c'est parce que, on va le dire clairement, il y a eu les affaires qui sont passées par là et que vous considérez que ça n'est plus possible, que le lien est rompu? Il n'y a pas eu les affaires, il y a eu les calomnies qui sont passées par là, qui naturellement ont abîmé l'image qui est la mienne. Qui ne correspond pas à ce que vous êtes, François Fillon ? Qui ne correspond absolument pas à ce que je suis. Mais au-delà de ça, j'ai toujours défendu cette idée que la volonté de se faire aimer des hommes politiques aboutissait à l'impuissance. Parce que pour se faire aimer, il faut essayer de satisfaire tout le monde. Il faut être gentil avec tout le monde. Il faut répondre à toutes les revendications. C'est exactement la situation d'Emmanuel Macron. Un petit truc à gauche, un petit truc à droite, un programme qui change en permanence. Et à la fin, c'est du marketing politique. Il n'y a pas de volonté de faire changer le pays, de le moderniser, de répondre aux besoins des Français. Et c'est pour ça que l'explosion sociale, elle monte. L'explosion sociale et politique, elle monte. Parce que les Français, au fond, en ont assez de voir des produits marketing qui se présentent à eux et qui finalement les trompent. Les produits marketing, ça aussi c'était pour Emmanuel Macron, on va y venir. Emmanuel Macron, il dit de vous que vous avez un problème avec la vérité. Vous aviez déclaré sur TF1 que votre femme avait commencé à travailler pour vous en 97, puis vous aviez parlé de 88, puis 86. Finalement, selon Mediapart, elle aurait commencé avec des contrats de mission en 82. Vous avez un problème avec les dates ou avec la vérité, comme le dit Emmanuel Macron? Je n'alimenterai pas le feuilleton de la calomnie avec ses révélations successives, soigneusement distillées par des services de l'État, qui maintenant remontent à 36 ans. À 36 ans, où est-ce à 10 jours de l'élection, jusqu'où on va aller? Il y en a qui sont prévus pour entre les deux tours. Je ne dirai plus jamais un mot sur ces questions-là. Et quand Emmanuel Macron dit que vous avez un problème avec la vérité, parce que vos adversaires, ils vont vous en parler, des affaires. Ça, vous pouvez compter sur eux. Ils vous appellent désormais François Balkany. Il dit de vous que vous êtes le candidat de la droite des affaires. Ça montre d'ailleurs à quel point il y a de la hauteur de vue chez Emmanuel Macron. Ça montre à quel point il perd ses nerfs. Au lieu d'être le candidat qui s'adresse aux Français sur son projet, il supporte pas les critiques. Dès qu'on le critique, il s'énerve.
et il insulte ses adversaires. En quoi il vous a insulté ? Pardon, mais François Balkany, si vous ne considérez pas que c'est une insulte, moi je l'ai appelé Emmanuel Hollande. C'est assez différent, non ? Moi je me place sur le plan de la politique et de son projet. Mais bon, ça montre une chose, c'est qu'il n'a pas la carrure pour être président de la République. Bon, il a démenti avoir échangé quelques SMS avec vous sur la question de la déchéance de nationalité. Il a apporté la preuve écrite qu'il avait menti. Vous avez apporté le document que vous avez donné... Je crois même qu'il a été publié. Voilà, il a été publié par Le Figaro. Je crois qu'on a une réplique ce matin de ce document-là. À la fin, il vous dit « Voyons-nous, vous êtes vu ?» Non. Jamais ? Non. Qu'est-ce que vous avez voulu démontrer en publiant ce document ? Sur la personnalité d'Emmanuel Macron. J'ai juste dit à des journalistes que Emmanuel Macron, pendant des mois et des mois, disait exactement la même chose que moi. Sur les 35 heures, sur l'ISF, sur la manière de redresser l'économie française, jusqu'à s'opposer, comme moi, à la révision constitutionnelle sur la déchéance de nationalité proposée par François Hollande. Qu'est-ce que ça démontre ? Qu'il est droite ? Ça démontre qu'il change d'avis sans arrêt. Ça démontre qu'il y a un an, il était pour la suppression des 35 heures, maintenant il les maintient. Qu'il était pour la suppression de l'ISF et pour une réforme de la fiscalité du capital et qu'il n'y touche plus. Comment est-ce qu'on peut faire confiance à un président de la République qui change sans arrêt d'avis ? Alors il y a la guérilla politique et il y a la guerre, la vraie, celle dont l'ombre plane parfois de nouveau. Ce matin, Pyongyang déclare que la Corée du Nord est prête à réagir, quel que soit le type de guerre voulu par les États-Unis. L'un des tout premiers rendez-vous du président français élu, ce sera un sommet de l'OTAN à Bruxelles en présence de Donald Trump. Si vous y étiez dans ce rendez-vous-là, que diriez-vous à Donald Trump ? Je lui dirais d'abord que la France conduira une politique étrangère indépendante avec un seul souci, éviter la guerre. Et qu'elle fera tous ses efforts pour empêcher une confrontation militaire entre les États-Unis et la Russie. C'est trop tard. Non, entre les États-Unis et la Russie, c'est pas trop tard. Non, entre les États-Unis et la Russie, le ton est sérieusement monté. Vous l'avez remarqué sur le dossier syrien. On n'en est pas à la guerre encore, non. pardon. Et mon objectif, ce sera de tout faire pour l'empêcher. Parce que c'est comme ça qu'ont commencé tous les grands conflits. Ils ont commencé à partir d'une crise localisée, à partir de décisions qui ont été prises dans l'émotion, qui ne sont pas réfléchies. On a des divergences avec la Russie, on a des divergences avec l'Iran, mais on a un ennemi commun qui est le totalitarisme islamique. Et ce totalitarisme islamique, il a grandi grâce aux erreurs des États-Unis, grâce aux fautes des États-Unis, en particulier la guerre en Irak. Voilà ce que je dirais au président Trump. Et il vous écoutera. La France est suffisamment puissante à un moment donné pour tenir tête à Donald Trump, tel qu'il se révèle aujourd'hui aux responsabilités ? En tout cas, il écoutera plus la France si la France s'exprime que si elle ne dit rien, si elle s'aligne sur les États-Unis. La lettre de M. Hollande avec Mme Merkel pour approuver la frappe américaine juste destinée à des questions de politique intérieure en Syrie, c'est pas l'idée que je me fais de la voix de la France. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels il faut parler avec Mme Merkel, mais quand il s'agit de défendre la paix, le président de la République française doit se faire entendre lui-même. Et on n'a jamais entendu François Hollande. Et là, on revient à une question de personne, là, peut-être, non ? On revient à une question de caractère, à une question de détermination par rapport à des événements qui sont des événements historiques, par rapport au long terme. Merci beaucoup, François Fillon. Moi qui vous remercie.